Mon nom effacé, la fête de famille, pendant que j'étais au bloc opératoire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Astrée. Pendant que j'étais inconsciente dans une salle d'opération, ouverte et luttant pour respirer, mes parents trinquaient avec des coupes de champagne à une réception dans le jardin, disant à la presse qu'ils prenaient un nouveau départ. Ils souriaient pour les caméras. Puis ils ont signé mon nom sur des documents que je n'ai jamais vus. Je pensais que la trahison viendrait avec des cris ou des portes claquées, mais la mienne est venue dans les petites lignes d'un contrat légal. Alors, dites-moi, quel genre de famille planifie votre effacement pendant que vous êtes sous anesthésie? L'hôpital et la confrontation avec la réalité. Quand on m'a poussé hors de la salle de réveil, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital en fines, vives rayures. Elle atterrissait sur le coin du lit que j'avais occupé pendant 3 jours. Mon corps était lourd, non coopératif, comme s'il avait été rempli de ciment. Ma gorge brûlait à cause du tube respiratoire, et même cligner des yeux me semblait une tâche. Une infirmière s'est approchée avec un presse-papier et une mince enveloppe marron. « Vous devrez signer ceci avant de partir, mademoiselle Astrée, » dit-elle gentiment. « Cela vient du bureau des impôts locaux. » Je l'ai cligné des yeux. Impôts. J'étais à peine consciente. Pourtant, j'ai pris le stylo d'une main tremblante et j'ai gribouillé mon nom. Ce n'est que dans le salon de décharge, en attendant un taxi, que j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un avis de taxe foncière pour la maison de ma grand-mère, celle que j'avais héritée et payée depuis son décès. Mais sous pâté propriétaire, mon nom n'y était pas. Il indiquait désormais Vera et Charles Morel. Mes parents. Au début, j'ai ri. Un son sec et vide. Probablement une erreur administrative, mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire et c'était là. Les prélèvements automatiques de l'hypothèque disparus. Mon compte joint avec eux. Fermé. J'ai tapoté à nouveau. Accès refusé. Mon empreinte digitale ne signifiait plus rien. Mademoiselle Astrée, l'infirmière est réapparue. Votre taxi est dehors. Dehors, Aix-en-Provence était en fleurs. Les platanes bordaient le chemin, chants d'oiseaux dans l'air. Tout était baigné dans la lumière douce du début du printemps. Mais pour moi, le monde semblait distant. J'ai appuyé mon front contre la vitre de la voiture et j'ai essayé de ne pas paniquer. De retour à la maison, j'ai laissé tomber l'enveloppe sur le comptoir et je me suis assise en silence. Le voyant de la messagerie vocale clignotait sur le téléphone fixe. Peut-être avait-il laissé une explication. Peut-être que ce n'était pas ce à quoi cela ressemblait. C'était l'hôpital qui me rappelait mes médicaments. Rien de maman, rien de papa. La nuit suivante, endolorie par l'incision et le silence, j'ai ouvert les réseaux sociaux, ayant besoin d'une distraction. Au lieu de cela, j'ai trouvé une diffusion en direct postée par ma sœur, Isolde. La légende. Un nouveau départ. La vidéo montrait mes parents dans mon jardin. Coupe de champagne levée. Des lumières féeriques scintillaient au-dessus du porche que j'avais construit. Ma mère a fait un discours étouffé, bien rodé. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce nouveau commencement. Après tout, nous sommes plus forts que jamais. Les commentaires affluaient. Quelle belle famille. Si résilients. Ils ont trinqué, souriant. Personne ne m'a mentionné. Mon téléphone a vibré. Un message d'un vieil ami de l'université. Je ne savais pas que tes parents avaient déménagé dans la maison de la plage. Elle a l'air incroyable. Déménager. C'était ma maison. La même maison que j'avais payée, entretenue et aimée. Mon souffle s'est coupé. J'ai posé le téléphone. L'odeur d'antiseptique de mes bandages se mêlait aux lys non ouverts que quelqu'un du travail m'avait envoyés. Je n'avais pas eu la force de les mettre dans un vase. Plus tard, j'ai trouvé la note vocale que j'avais enregistrée avant la chirurgie, juste au cas où. Si je ne me réveille pas, avais-je dit, les documents de la maison sont dans le tiroir de mon bureau, mais je me suis réveillée et tout était déjà parti. J'ai allumé mon ordinateur portable, les doigts tremblants, mon compte bancaire en ligne bloqué. Le portail d'investissement résilié. Les registres immobiliers montraient un transfert déposé à 23h42, la nuit précédant la chirurgie. J'étais déjà sous sédatif à ce moment-là. Ils avaient falsifié ma signature. J'ai repensé. Maman demandait mes mots de passe pour les urgences. Papa proposait d'aider à gérer les factures. Isolde parlait de simplifier nos actifs. Tout avait été orchestré.
Pourtant, une partie de moi voulait croire qu'il y avait eu une erreur. Alors, j'ai vérifié mes messages. Pas un seul. Comment te sens-tu? Ce matin-là, le téléphone a sonné. C'était mon expert comptable. Astrée, j'ai reçu une notification du représentant légal de vos parents. Il a dit « La fiducie a été restructurée. Vous devriez peut-être leur parler directement. » Ce mot « représentant » m'a frappé plus fort que le reste. L'après-midi, j'étais assise sur le porche à relire les documents numériques. Tout avait été réaffecté. Banque, propriété, mot de passe. Chaque signature était parfaite. Chaque horodatage coordonné pendant que j'étais inconsciente. Plus tard, je suis descendue au bord de la mer. Le vent sentait le sel et la mousse, familier et cruel. Quelque part, des enfants riaient au loin. Les vagues clapotaient contre le sable, inchangées. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose a basculé, une fracture profonde et permanente. Ils n'avaient pas seulement pris de l'argent, ils avaient réécrit l'histoire de qui j'étais dans cette famille. Alors que la nuit tombait, j'ai allumé une bougie dans le salon, un rituel tranquille que j'avais appris de ma grand-mère. Sa petite lueur se reflétait dans la fenêtre. J'ai pensé à sa voix, à la façon dont elle m'appelait sa petite ancre. Elle a dit un jour, ils verront ce que tu vaux vraiment. Les appelait-elle toujours « famille » maintenant, enveloppée dans la couverture de l'hôpital, j'ai zoomé sur la signature numérique. Elle portait mon nom, mais faible, tremblante, à la différence de tout trait de ma vraie main. Il l'avait falsifiée, et cela ne m'a pas fait pleurer. Pas encore. Ce qui est venu en premier, c'était le silence, un silence si profond qu'il résonnait dans mes oreilles. J'ai regardé autour de la pièce. La tasse de thé que maman avait laissée il y a des semaines. Sa chaise intacte. Tout cela ressemblait à un décor, une illusion, un adieu mis en scène bien avant que je ne passe sous le couteau. Puis doucement, j'ai murmuré à voix haute. Où était l'amour dans tout ça? Aucune réponse n'est venue. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu. Peut-être que l'amour était une transaction, un nom sur un acte, un code d'accès à un compte, une signature à falsifier quand j'étais la plus vulnérable. La bougie a vacillé une fois de plus avant de s'éteindre, et j'ai su qu'ils avaient trinqué à leur nouvelle vie pendant que la mienne était encore sous anesthésie. La réécriture de l'histoire. La lumière du matin filtrait à travers les stores, douce mais insistante, atterrissant sur mes paupières comme une alarme silencieuse. Je n'avais pas vraiment dormi, juste dérivé dans et hors de rêves agités. L'appartement était également immobile. Pas de pas à l'étage, pas de conversation à travers les murs, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac occasionnel de l'horloge murale. Je me suis assise lentement. Ma poitrine me faisait mal, un rappel sourd et familier que j'étais seulement à 3 jours de l'opération. Sur le comptoir, la soupe non touchée avait refroidi. Mon estomac grognait, mais je n'ai pas bougé. L'ordinateur portable reposait sur ma poitrine, légèrement chaud. Je n'avais pas eu l'intention de m'endormir en regardant quelque chose. J'ai soulevé l'écran et j'ai figé. Applaudissements, non pas d'une émission, pas d'une vidéo que j'ai choisie. C'était d'eux. Le rire de ma mère a retenti, suivi par le halètement aigu qu'Isolde feignait toujours quand elle voulait attirer l'attention. Mes doigts ont tâtonné pour ajuster le volume, le cœur bégayant alors que l'image apparaissait. Notre jardin éclairé par des lumières féeriques et de la musique douce jouant en arrière-plan. Une bannière se balançait au-dessus du chêne. Un nouveau départ. Mon souffle s'est coupé. Le même chêne où nous avions l'habitude d'accrocher des lanternes chaque 14 juillet. Puis elle est apparue. Isolde, vêtue de rose pâle doux, ses boucles parfaitement épinglées, un verre de champagne à la main. « Nous avons tant perdu cette année, » a-t-elle dit, la voix tremblant juste comme il faut. Mais nous avons gagné en clarté. Un objectif familial. Les gens applaudissaient. Une femme a crié « Tu es incroyable, Izzy !» Et elle a souri comme une politicienne devant la caméra. Cela n'avait aucun sens. Que célébrait-il? Qu'avait-il perdu? Et puis j'ai compris. Alors que j'étais inconsciente dans une salle d'opération en train de me battre pour vivre, ils organisaient une célébration, un adieu, un rebranding sans moi. Isolde a levé son verre à la guérison, à la croissance,
et à honorer ceux qui nous ont aidés à nous façonner, même s'ils n'ont pas pu rester, même s'ils n'ont pas pu rester. J'ai claqué le portable. Les mots s'accrochaient à l'air comme un brouillard aigre. Mon pouls battait dans mes oreilles, tandis que je me dirigeais vers l'évier et ouvrais le robinet juste pour entendre autre chose, n'importe quoi d'autre. Pas d'appel. Pas de message. J'ai vérifié 2 fois. Notre dernière conversation par SMS a clignoté à l'écran. Moi, le docteur dit que la récupération prendra du temps. Maman, tu es forte. Concentre-toi juste sur la guérison. Rien depuis. Je l'ai appelé. Ça a sonné 2 fois. Chérie, sa voix était du sucre. Tu as l'air fatiguée? Ça va? J'ai vu la vidéo. Pause. Quelle vidéo? La fête, le toast, celui où Isolde m'a fait passer pour morte. Elle a fait claquer sa langue. Astrée, ce n'était pas ça. Tu es dramatique. Il s'agissait d'aller de l'avant. Tu le comprendrais si tu n'étais pas si émotive. Vous avez organisé une fête pendant que j'étais en chirurgie. Nous avions besoin de clore un chapitre, la famille. Je suis la famille. Tu tordes les choses à nouveau. Nous avons fait ce qui était le mieux pour le bien commun. J'ai retenu le cri qui montait dans ma poitrine. Vous avez falsifié ma signature sur les documents de la Fondation. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si, tu le sais, oui, tu le sais. Le silence était tranchant comme un rasoir. Finalement, elle a murmuré. Tu devrais te reposer. Nous parlerons plus tard. Elle a raccroché. Ma main a tremblé en reposant le téléphone. J'ai rouvert l'ordinateur portable. Je suis allée sur le site de la charité que j'avais construite en l'honneur de ma grand-mère. Le seul véritable héritage de notre famille. Mon nom avait disparu. Là où il était écrit, fondé par Astrée Morel, il y avait maintenant, fondé par Isolde Morel et Charles Morel. Même les couleurs du logo avaient changé. Plus de bleu profond, le préféré de ma grand-mère. Maintenant, un or doux pour correspondre à la palette Instagram d'Isolde. Chaque lien redirigeait vers de nouveaux comptes. Leur nom, leur visage, leur cause. J'ai fermé la page, ma tête bourdonnait. Le dernier Noël m'est revenu en flash. L'odeur de la dinde rôtie, des bougies vacillantes sur la longue table. Tout le monde était assis, riant, mangeant, sauf moi. J'avais été poussée à la table d'appoint, celle que Isolde appelait de débordement. Juste pas assez de place. Je me suis souvenue d'avoir souri, de l'avoir balayé du revers de la main, mais ce n'était pas de la logistique, c'était un présage. Cette nuit-là, papa a regardé par-dessus et a demandé « Tu vas bien, chérie ?» Juste fatiguée, avais-je dit, mais j'étais fatiguée depuis longtemps. Fatiguée d'être utile, mais non incluse. Fatiguée d'être appelée la responsable pendant qu'il récoltait les récompenses. Fatiguée de me présenter pendant qu'il me réécrivait hors de l'histoire. Maintenant, il l'avait rendu officiel. Je suis sortie juste pour respirer. J'ai marché jusqu'au café du coin. La barmaid m'a lancé un regard étrange. De la sympathie peut-être, ou de l'inconfort. Peut-être qu'elle avait regardé la diffusion en direct. Peut-être qu'elle pensait que j'étais morte. J'ai pris ma boisson et me suis assise dans le parc, regarder des étrangers nourrir des pigeons comme si rien au monde ne pouvait mal tourner. Je les enviais. De retour à la maison, je suis revenue à l'ordinateur portable une dernière fois. J'ai ouvert le dossier marqué « Originaux Fondation ». Tous les fichiers étaient nés là. Les documents, les listes du conseil d'administration d'origine, la preuve de mon nom, de mes contributions, mes empreintes digitales, sur chaque partie de celui-ci. Ils pensaient pouvoir m'effacer, mais ils avaient oublié que je tenais des registres. Ils pouvaient mettre en scène une performance, mais ils ne pouvaient pas effacer la vérité. Pas toutes, pas encore. La bougie sur ma table était presque éteinte. J'ai murmuré à la pièce vide. Ils ne m'ont pas perdu. Ils m'ont effacé et ont appelé ça la guérison. La chasse aux preuves. La lumière du matin était incertaine, s'infiltrant par les stores, comme si elle se demandait si elle appartenait encore ici. Je n'avais pas vraiment dormi, non pas à cause de la douleur sourde qui persistait dans mon flanc depuis l'opération, mais à cause de quelque chose de plus profond, une raideur que je ne pouvais nommer. Mon ordinateur portable affichait toujours le dossier intitulé « Originaux Fondation ». Chaque fichier photo était comme un souvenir suspendu dans le temps. Je n'en ai ouvert aucun
J'ai juste fixé le curseur clignotant jusqu'à ce qu'il ressemble à un battement de cœur que je ne pouvais pas suivre. Puis j'ai fermé le couvercle. Une semaine s'était écoulée depuis ma sortie. Le médecin m'avait dit de me reposer, mais le repos n'était pas une option. Quand je sentais que mon identité était tranquillement effacée, j'avais besoin de voir par moi-même ce qui avait changé, ce qui avait disparu. J'ai fait une valise légère, ordinateur portable, chargeur, vêtements de rechange, puis je suis montée dans la voiture et j'ai roulé vers la propriété familiale aux abords d'Aix-en-Provence, où le lierre s'accrochait encore aux vieux arbres comme des murmures qui ne partiront jamais. Les magnolias étaient en fleurs, épais de parfum. J'ai laissé la radio éteinte. Le silence semblait plus honnête. L'allée de gravier crépitait sous mes pneus, exactement comme dans mon enfance. Mais le portail, autrefois toujours verrouillé selon les règles de mon père, était maintenant ouvert. Sans surveillance, indifférent. Une invitation ou un avertissement, je ne pouvais pas le dire. De l'extérieur, la maison était inchangée. Colonne blanche, ce large porche enveloppant. Les carillons éoliens pendaient immobiles sous l'avant-toit. Mais quelque chose n'allait pas. Les fenêtres étaient sombres, les rideaux tirés, le genre de silence qui ne vient pas de l'absence, mais de l'intention. Je suis sortie lentement. Mon côté tirait fort à chaque mouvement. Le clavier à code fonctionnait encore, mais à peine. Un bip paresseux, puis un clic hésitant. La maison m'a laissé entrer avec un souffle auquel je ne faisais pas confiance. La faible odeur de cire de citron flottait dans l'air. Propre, stérile, étranger. Les murs de l'entrée étaient trop blancs, trop nus. Aucun rire n'a fait écho dans le couloir. Aucun bruit de tasses de la cuisine. Seulement le tic-tac de l'horloge grand-père. Patient, presque moqueur. Et puis je l'ai vu. Le mur de l'escalier, autrefois bordé de photos encadrées, anniversaires, remise de diplômes, vacances d'été, était différent. Chaque cadre contenait maintenant la mémoire de quelqu'un d'autre. Mes parents à des événements de charité, Isolde debout à côté du logo de son entreprise. Portrait de famille posé où j'étais visiblement absente. Une tache rectangulaire de poussière sur le mur m'a dit où avait été ma photo de remise de diplôme. J'ai tendu la main, le bout de mes doigts frôlant la peinture décolorée. Ils n'ont même pas pris la peine de repeindre. M'ont juste retiré, tranquillement, intentionnellement. Dans le salon, des magazines glacés étaient empilés haut, chacun montrant Isolde, coupant des rubans, serrant des mains, serrant maman comme une fille parfaite dans une campagne de relations publiques. Et sur la cheminée, où ma photo d'enfance se reposait autrefois à côté de l'urne de ma grand-mère et de la Bible de famille, se tenait maintenant un cadre en argent avec Isolde et papa, légendés. L'héritage continue. J'ai détourné le regard. La pièce vacillait. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour rester ancrée. « Je suppose qu'il ne voulait pas se souvenir de la malade, murmurai-je. La cuisine était trop propre. Les appareils en acier inoxydable brillaient. Le réfrigérateur était dépourvu d'aimants, de dessins ou de listes de courses griffonnées avec l'écriture bouclée de maman. La seule odeur était celle de l'eau de Javel, accablante, stérile. J'ai ouvert un tiroir près de l'évier, celui autrefois étiqueté « Vieux souvenirs ». Où étaient les cartes d'anniversaire, les vieilles photos Polaroid, les peintures au doigt, parties. Il ne restait que quelques élastiques et une pile de factures. Un éclat du bac à ordures a attiré mon attention. J'ai tiré un morceau de papier photo déchiré. Mon propre visage me regardait. 15 ans, peut-être. Debout à côté de ma grand-mère sous le chêne du jardin. Le bord était roussi, brûlé. Je l'ai laissé retomber dans le bac et j'ai fermé le couvercle lentement. La pluie a commencé à tambouriner contre la fenêtre. Un orage rampait depuis la côte. Le tonnerre grondait. Bas et lointain. Je me suis appuyée contre le comptoir, essayant de ne pas laisser la brûlure derrière mes yeux se transformer en larmes. Cette maison contenait des morceaux de moi dans chaque coin. Maintenant, c'était un showroom, nettoyé de toute preuve que j'avais jamais vécu ici. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le compte cloud de la famille. J'ai tapé le mot de passe. Utilisateur non trouvé. J'ai réessayé. J'ai vérifié 3 fois l'orthographe. Aucun utilisateur associé. J'ai cherché dans la galerie notre nom de famille. Des centaines de photos chargées, voyages, collecte de fonds, la fête de fiançailles d'Isolde. Pas une seule ne m'incluait. Même les vieilles photos de groupe avaient été retouchées. J'avais été recadrée ou floutée. Non oubliée, effacée. J'ai ouvert mon archive privée.
Un soulagement m'a submergé lorsque j'ai vu des dossiers familiers, mais la plupart avaient été consultés récemment. Les métadonnées montraient qu'ils avaient été téléchargés depuis un autre appareil, peut-être même modifiés ou supprimés. Ce n'était pas accidentel, c'était chirurgical, stratégique. Je me suis dirigée vers mon ancienne chambre, la peur s'enroulant dans ma poitrine. La porte a grincé, s'ouvrant sur un espace que je ne reconnaissais pas. Fini le lit, les affiches, la bibliothèque que papa et moi avions construite ensemble. À leur place, un elliptique, des tapis de yoga empilés, des murs gris, des citations encadrées de la marque d'Isolde, ses slogans, ses mots. Même ici, à l'endroit où je rêvais, elle avait réclamé l'air. J'ai marché jusqu'au placard, vide. Puis je l'ai vue près de la plinthe. Quelque chose brillait sous la lumière de la porte. Je me suis agenouillée, grimaçant, et je l'ai ramassée. Une boule à neige, fissurée, à moitié vidée. À l'intérieur, un modèle de la maison se trouvait sous de la neige en plastique. Ma grand-mère me l'avait donné quand j'avais 10 ans. Comme ça, tu sauras toujours où est ta maison. L'ironie piquait. Je l'ai posée doucement sur la commode. Sa base a fait un petit clic contre le bois. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir au-dessus. Fantôme, pâle comme une photographie laissée trop longtemps au soleil. Je me suis assise sur le sol. J'ai croisé les bras sur mes genoux. J'ai laissé le silence s'étirer. Les souvenirs sont venus sans y être invités. Maman me tressant les cheveux. Papa m'apprenant à faire des nœuds. Isolde et moi chuchotant des secrets sous des couvertures. Mais chaque souvenir s'est terminé par la même vérité écrasante. La preuve avait disparu. Finalement, je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre. La pluie avait cessé. L'air sentait le propre, mais le monde semblait changer. Un train hurlait au loin, long, solitaire. Ce n'était plus la maison. C'était un musée construit pour m'oublier. « Vous ne m'avez pas perdu », j'ai murmuré dans la pièce vide. « Vous m'avez effacé. » L'écho a rebondi 1, 2 fois, puis s'est estompé. Je me suis retournée 1 fois avant de partir. La boule à neige brisée scintillait faiblement sur la commode, dispersant des reflets comme de minuscules flocons contre le mur. Pendant un moment, cela a ressemblé à une chute de neige à nouveau. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. Ils n'étaient pas seulement passés à autre chose. Ils avaient réécrit l'histoire sans moi. La revanche silencieuse. Quand j'ai quitté la maison ce jour-là, la pluie s'était transformée en une fine brume. L'air de la Provence s'accrochait à ma peau, tandis que je retournais vers le centre-ville, les essuie-glaces se déplaçant à un rythme lent et régulier. L'image des murs vides de mon enfance effacée est restée avec moi comme une ecchymose qui ne voulait pas s'estomper. Au moment où j'ai atteint mon appartement, le crépuscule était tombé. Je pensais que le silence me réconforterait, mais ce ne fut pas le cas. Il a juste donné à mes pensées de la place pour développer des dents. Les jours suivants se sont brouillés. Le sommeil venait par courtes rafales remplies de rêves, à moitié formés des voix de mes parents résonnant d'un endroit que je ne pouvais pas atteindre. 10 jours après l'opération, j'étais enfin assez forte pour bouger sans grimacer à chaque respiration. Je me suis versé une tasse de café et j'ai ouvert mon ordinateur portable, déterminé à commencer à examiner le côté légal de ce qu'ils avaient fait. C'est alors que mon téléphone a vibré. Le nom sur l'écran a fait rater un battement à mon cœur. Maître Duval, notre vieil avocat de famille. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Il était avec notre famille depuis avant ma naissance, rédigeant des testaments, gérant des successions, aplanissant des disputes que personne en dehors de la maison n'avait jamais connues. J'ai hésité avant de répondre. « Maître Duval, bonjour. » Sa voix était basse, prudente, le genre que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles. « J'ai pensé que vous devriez le savoir avant de l'entendre ailleurs. Savoir quoi? » Vos parents ont tenu une réunion privée la semaine dernière. Le testament a été amendé, a-t-il dit. « Amendé comment? » Mon pouls tambourinait. « Ils ont retiré votre nom, a-t-il dit. Tout. Propriété, parts d'entreprise, même la fiducie que votre grand-mère a établie. Tout est transféré à Isolde et à votre père. Signé et notarié. Je me suis figée. Quand? Il a hésité. Les signatures sont datées de la nuit précédant votre opération. Les mots ont frappé comme de l'eau froide. La nuit précédant mon opération? Ai-je répété lentement, quand j'étais déjà sous sédatif? Oui,
Je suis désolée, Astrée. Je n'ai été consultée qu'après. Ils ont dit que c'était pour la simplification de la succession. Une préparation au cas où il arriverait quelque chose. J'ai serré le téléphone. Au cas où il arriverait quelque chose, ai-je dit. Il planifiait ma mort. Je n'ai pas dit ça, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit doucement. Vous n'avez pas eu à le faire. Il a soupiré, un son lourd d'âge et de culpabilité. Vous savez, j'ai travaillé avec votre grande-mère. Ah, elle n'aurait pas voulu ça. J'ai dégluti difficilement. Non, elle n'aurait pas voulu. Soyez prudente, a-t-il dit finalement. Ils agissent vite, vite. Je ne devrais même pas vous dire ça. Après que l'appel ait pris fin, je suis restée assise dans le silence de mon appartement, les mots résonnant encore et encore. Retirez votre nom. Signez la nuit avant votre opération. La trahison se sentait plus profonde maintenant. Pas seulement émotionnelle, mais légale, permanente. J'ai ouvert mes fichiers et j'ai commencé à faire défiler les anciens documents de succession que ma grand-mère m'avait envoyés il y a des années. Son écriture était toujours là, dans les marges. Écriture douce et bouclée. Tout est divisé équitablement, avait-elle écrit. La famille signifie équilibre. Ils avaient enterré cet équilibre juste à côté d'elle. Plus tard ce soir-là, j'ai fait du thé et me suis assise près de la fenêtre, regardant les phares se refléter sur le trottoir mouillé. Le mariage de ma cousine Émilie était en tendance sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas été invitée, bien sûr. Par curiosité ou masochisme, j'ai cliqué sur l'une des vidéos taguées. La réception brillait de lumière féerique. Tout en fleurs pastel et visage souriant, ma sœur Isolde se tenait près de la mariée, tenant une grande boîte emballée. Quand Émilie l'a ouverte, elle a haleté. C'était l'œuvre d'art personnalisée que j'avais commandée il y a 6 mois, une peinture à l'huile de la maison de ma grand-mère surplombant le marais. La foule a applaudi. Isolde l'a serrée dans ses bras dramatiquement et a dit « Nous voulions que tu aies un morceau de l'histoire de la famille. »« Nous !» J'ai figé. Le tableau était mon cadeau. J'avais choisi l'artiste, écrit la note, même arrangé la livraison via mon compte. Je me souviens avoir dit au galeriste de l'expédier directement à l'adresse d'Émilie. Et maintenant, ma sœur se tenait là, s'attribuant le mérite, tandis que tout le monde applaudissait. La mariée a ri à travers ses larmes. « Tu penses toujours à tout. Izzy, j'ai coupé le son de la vidéo. Le silence était assourdissant. Ce n'était pas la première fois qu'Isolde me volait quelque chose. Idées, crédit, affection, mais c'était la première fois qu'elle le faisait de manière aussi publique, sans honte. Cette nuit-là, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que tout était délibéré, chorégraphié. Le testament, les photos effacées, le cadeau volé, tout s'emboîtait. Ce n'était pas une cruauté aléatoire, c'était une campagne, une réécriture minutieuse de l'histoire, me retirant pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à effacer. Je me suis versé une autre tasse de café, même s'il était presque minuit, et j'ai commencé à étaler des papiers sur la table à manger. Relevés bancaires, e-mail, avis d'impôt foncier, vieilles conversations. Le puzzle a commencé à se former devant moi, laid mais clair. Il n'était plus subtil. Je me suis souvenu de petites choses qui semblaient inoffensives. La façon dont papa plaisantait sur le fait que j'aurais dû me lancer dans le marketing comme Isolde, comment maman me corrigeait devant les invités, me traitant de trop sérieuse, ou comment les photos de famille étaient toujours recadrées pour la symétrie, me coupant d'une manière ou d'une autre. Chaque souvenir piquait maintenant avec sa véritable signification. Ce n'est pas qu'ils m'avaient oublié, c'est qu'ils ne supportaient pas qui j'étais devenue. Une femme qui ne dépendait pas d'eux, qui gagnait son propre argent, qui ne mendiait pas la validation. Pendant des années, j'avais confondu leur contrôle avec la sollicitude. Je pensais que rester silencieuse était de la loyauté, mais le silence leur avait seulement appris que j'étais facile à effacer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil et le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur. La décision m'est venue aussi naturellement que respirer. Assez. Je me suis douchée, habillée et me suis assise à nouveau à la table. Chaque document que j'avais sauvegardé au fil des ans, rapport financier, confirmation par email, ébauche légale, je les ai tous imprimés. Le bruit de l'imprimante remplissait l'appartement, constant et mécanique, me donnant une base. Lorsque la dernière page a glissé, j'ai empilé les papiers proprement, puis j'ai ouvert une nouvelle fenêtre d'email. A. Isolde Morel, Charles Morel. Objet. Vous ne m'avez pas enterré.
Vous m'avez juste réveillé. Mes doigts ont plané sur le clavier pendant un moment. Puis j'ai commencé à taper. Je sais ce que vous avez fait. J'ai des copies de chaque document, chaque transaction, chaque fausse signature. Vous avez célébré mon absence avant même que je ne sois partie. Vous avez réécrit l'héritage de grand-mère pour vous servir vous-même. Je ne me tairai plus. Vous avez peut-être volé mon nom sur le papier, mais pas de la vérité. Ceci est votre notification. La prochaine fois que vous entendrez parler de moi, ce ne sera pas en privé. J'ai relu les mots 2 fois. Ils n'étaient même pas en colère. Ils étaient précis. Contrôlés. J'ai cliqué sur envoyer. L'email est parti avec un sifflement et avec lui, le dernier morceau de peur que je portais. Dehors, le ciel d'Aix-en-Provence est passé du gris au bleu. Les cloches de l'église au bout de la rue ont sonné doucement à travers la fenêtre ouverte. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, laissant le son se déposer dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais calme. Non pas parce que les choses étaient arrangées, mais parce que j'avais cessé de prétendre qu'elles ne l'étaient pas. S'ils voulaient une rupture nette, ils auraient dû finir le travail. Je suis toujours là. Le commencement, le matin, n'est pas arrivé avec un drame. Il est arrivé tranquillement, enveloppé dans le silence du vent brossant les arbres à l'extérieur de ma fenêtre. L'odeur du porc persistait dans l'air, sel, rouille et le léger arrière-goût de la pluie de la nuit dernière. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je n'étais pas fatiguée. Je me sentais étrangement éveillée, non effrayée, non anxieuse, juste alerte. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café fumante, fixant le labyrinthe de documents étalés autour de moi. Formulaires fiscaux, dossiers médicaux, relevés d'assurance, tous ordinaires en surface. Mais je savais ce qu'ils étaient maintenant. Pas seulement du papier, c'étaient des outils, et certains étaient des armes. J'ai feuilleté un dossier contenant les détails de facturation de l'hôpital et j'ai remarqué une ligne qui m'a fait froid dans le dos. Transfert de procuration mise à jour le 8 mars. Je me suis figée. C'était pendant mon opération. Je n'avais rien signé cette semaine-là. J'ai fouillé dans les pages jusqu'à ce que je trouve le formulaire. Une seule signature se trouvait en bas. Isolde Morel. Mon nom n'y figurait pas. Le formulaire était officiel, notarié et froid dans sa précision. Le représentant autorisé assume tous les droits pour les décisions médicales et financières. J'ai fixé la signature pendant longtemps, souhaitant qu'elle change, qu'elle ait un sens, mais elle ne l'a pas fait. La vérité s'est déroulée lentement dans ma poitrine, lourde et écœurante. Il l'avait fait pendant que j'étais inconsciente. Ma sœur avait pris le contrôle légal de ma vie pendant que j'étais sous sédatif dans un lit d'hôpital. Et mes parents l'avaient permis. J'ai passé des heures après cela à feuilleter tous les documents que je possédais, vieux titres de propriété, relevés bancaires, dossiers hospitaliers. C'était comme décoller des couches de trahison. Mon contact d'urgence avait été remplacé par Isolde. Un acte avait été réémis, mon nom manquant. Retraite financière que je n'avais jamais autorisée. Tout était là. J'ai tout documenté, pris des photos et emballé les originaux dans une enveloppe en papier manille. À midi, j'étais devant l'office notarial de la rue de la Boule d'Or à Paris. Paris scintillait sous un soleil chaud, les pavés brillants. Autour de moi, la vie continuait comme si rien n'avait changé. Mais dans mon monde, tout avait changé. Le nom de la notaire était Maître Patrice. Elle a regardé le formulaire par-dessus ses lunettes. Quand j'ai expliqué pourquoi j'étais là, elle est restée immobile. « C'est mon tampon », a-t-elle dit après une pause. « Oh, mais ce n'est pas votre signature. » Mon cœur a fait un bond. « Êtes-vous certaine? » Elle a pointé le V bouclé. « Bing, vous écrivez avec votre poignet, pas avec vos doigts. Votre V s'arque toujours vers le haut. J'ai notarié vos formulaires de 3e cycle il y a des années. Vous vous souvenez? » Je ne m'en souvenais pas, mais elle oui. « L'écriture a une personnalité, » a-t-elle ajouté doucement. Elle dit la vérité. Je lui ai demandé une déclaration formelle. Elle a accepté. Sa confirmation a été comme le déclic d'un verrou, quelque chose d'indéniable. Maintenant, ce n'était plus seulement un soupçon. C'était une preuve. Je suis retournée lentement à ma voiture, l'enveloppe pressée contre ma poitrine. La chaleur du jour ne pouvait pas couper les frissons qui s'installaient en moi. S'ils avaient falsifié cela, qu'avaient-ils d'autre réécrit? Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement, scannant des documents et triant des fichiers dans un dossier que j'ai intitulé « Restauration ». Il ne s'agissait plus seulement de survie.
Il s'agissait de la vérité, de réclamer la voix qu'ils avaient essayé d'effacer. Puis un coup à la porte. Je n'attendais personne. Mon souffle s'est coupé alors que je vérifiais l'heure. 20h52. J'ai ouvert la porte. C'était elle, Isolde, vêtue de rose doux et de beige, les mêmes couleurs que lors de cette fête grotesque de nouveau départ. Elle tenait une bouteille de vin et 2 verres. Son sourire était doux, calculé. « Salut », a-t-elle dit comme si rien ne s'était passé. « Ça te dérange si j'entre » Tout en moi criait de claquer la porte, mais à la place, je me suis écartée. Elle a posé le vin sur le comptoir. « C'est difficile ces derniers temps », a-t-elle dit avec une aisance forcée. J'ai pensé que nous devrions parler. Peut-être recommencer. J'ai croisé les bras. Tu veux dire après que tu aies falsifié ma signature ou trinqué à mon absence pendant que je me battais pour ma vie? Elle a laissé échapper un léger rire. Tu supposes toujours le pire des gens ou de la famille? Son sourire a vacillé. La famille, c'est compliqué. Nous faisons tous des erreurs, mais je pense qu'il est temps de laisser le passé derrière nous. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer. Elle a versé un verre, m'en a offert un que je n'ai pas pris. Reconstruisons. Travaillons ensemble. Peut-être. Tu m'as manqué. J'ai failli rire. Je t'ai manqué. Est-ce que c'est avant ou après que tu m'aies effacé de tout? Les yeux d'Isolde se sont assombris. Ne sois pas dramatique, c'était une des choses légales que maman et papa pensaient nécessaires. Tu n'étais pas en état de gérer les choses. Je me suis approchée du comptoir où mon téléphone était posé, enregistrant. Cela n'explique pas pourquoi vous avez fait la fête comme si j'étais déjà morte. Tu y lis trop de choses. Non, ai-je dit. J'y lis exactement ce que vous avez écrit et ce que vous avez signé. Elle a détourné le regard pendant 1 seconde. Rendre public nuira à la famille. Est-ce ce que tu veux? J'ai pris une lente inspiration. Je veux la vérité. Et tu viens de m'en donner davantage. Sa voix s'est aiguisée. Tu commets une erreur. Peut-être, mais c'est la mienne à commettre. Elle s'est partie peu après, claquant la porte fort. Je ne me suis pas bougée pendant longtemps. Le bruit a fait écho, puis s'est estompé. Mon téléphone enregistrait toujours. À minuit, j'avais sa voix sauvegardée, transcrite et archivée. Mon appartement ressemblait au bureau d'un détective. Murs tapissés de documents, connexions cartographiées sur un tableau blanc, des faits qui me fixaient comme des fantômes. Ce n'était plus seulement un combat pour ce qu'ils avaient pris. Il s'agissait de mon nom, de ma place, de ma vérité. Ils pensaient que je ne me lèverais jamais, que je me briserais, disparaîtrais, obéirais. Mais je me suis souvenu de qui m'avait appris à remettre en question chaque clause, chaque contrat. Grand-mère. Et je n'allais plus rester silencieuse. L'appartement était silencieux, enveloppé dans le genre de silence que seule la nuit profonde permet. J'étais à moitié endormie sur le canapé, une couverture tirée lâchement sur moi, lorsque le léger ping de mon téléphone a coupé l'immobilité. L'écran s'est allumé. Un message. Tu devrais voir ça. Pas de nom, juste un lien. Encore engourdi, j'ai tapé sur l'écran et le monde a basculé. La vidéo s'est ouverte sur un bureau poli avec des murs en bois sombre et un éclairage chromé. J'ai reconnu l'endroit instantanément, l'office de mon ancien notaire. 3 personnes étaient assises à la table. Isolde, Vera et Charles. Ils riaient, se passaient des documents, signaient. Je me suis redressée, mon souffle coupé à mi-chemin entre l'inspiration et le cri. Isolde, avec son ton suffisant habituel, a fait glisser le document final sur la table vers Vera. « Terminons ça ce soir », a-t-elle dit. L'heure. 3h17 du matin. Une voix hors champ, probablement un clerc, a confirmé. Toutes les signatures sont en place. Isolde a souri, un petit sourire tordu. J'ai mis la vidéo en pause. Mes doigts tremblaient. Ils l'avaient fait. Ils avaient transféré tout. Mon entreprise, mes actifs, mon nom. Pendant que je gisais inconsciente après l'opération, sans même assez de respect pour attendre que je me réveille. La rage et la dévastation s'entrechoquaient en moi comme des vagues s'écrasant l'une contre l'autre. La chute et la réclamation. La matinée après les cloches de l'église est arrivée, vêtue d'un calme trompeur, le soleil filtrant à travers la brume automnale de Provence, la brise fraîche et immobile.
comme si le monde retenait son souffle. J'étais debout, près de la fenêtre de mon appartement, regardant la ville se réveiller, serrant un dossier en manille avec des dossiers hospitaliers à l'intérieur, la preuve papier de l'effacement. Je n'allais pas à ce mariage en tant que sœur. J'y allais en tant que fantôme avec des affaires inachevées. Avant de me rendre sur le lieu, je me suis arrêtée au bureau de défense des patients de l'hôpital. Le bâtiment sentait l'antiseptique et la bureaucratie. Je me suis assise devant un employé d'âge moyen avec des yeux fatigués et j'ai demandé « Puis-je demander les journaux de bord des visiteurs pour l'aile des soins intensifs de la semaine de mon opération ?» Il m'a lancé un regard poli mais curieux, puis a acquiescé. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec des enregistrements imprimés et une clé USB d'horodatage de vidéosurveillance. J'ai scanné les noms. Ils se sont brouillés au début, puis sont devenus nets. Pas de Vera, pas de maman, pas de papa, juste un nom répété. Bruno Duval, l'infirmier des soins intensifs qui restait après l'écart, celui qui me parlait comme si je comptais. Sa présence était enregistrée 5 fois cette semaine-là. Ce silence dans le dossier parlait plus fort que tout mensonge prononcé. Ce n'était pas seulement une absence, c'était un choix. J'ai plié les pages proprement, les ai glissées dans le dossier et suis sortie sous le soleil de fin de matinée. Les pages semblaient plus lourdes que l'acier dans mes mains. Le lieu du mariage était un manoir historique, reconverti juste à côté du port, entouré de chênes centenaires et de marais. Les voitures bordaient l'allée de gravier. Les invités en costume sur mesure et robes en pastel sirotaient du champagne sous des arches louées de roses et de soie ivoire. Le rire s'échappait comme une langue étrangère que je ne comprenais plus. Je suis entrée tranquillement, inaperçue. Aucune entrée dramatique, aucune colère, juste précision. La salle de bal était éclairée par de faibles lustres et une musique de piano feutré. Je me tenais près du fond, ma présence aussi invisible qu'il m'avait fait sentir autrefois. Mais cette fois, l'invisibilité était pouvoir. J'ai scanné la pièce. Chaque détail avait été soigné. Arrangements floraux avec des étiquettes peintes à la main. Un diaporama de photos tournant sur le mur derrière le podium. Il n'y avait pas une seule photo de moi. Isolde se tenait au centre de la scène dans sa robe de haute couture, se prélassant sous les projecteurs. Sa voix résonna claire comme du cristal. Aux familles brisées et reconstruites, à la guérison, à ceux que nous avons perdus et à ceux que nous avons gardés. Les gens ont fait teinter les verses. Les applaudissements ont gonflé. Et là, c'était la performance. Pas de chagrin, pas de joie, juste de l'optique, juste le spectacle. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé. Je suis juste restée là et j'ai regardé la femme qui m'avait un jour qualifiée de trop à gérer recueillir des applaudissements pour sa résilience. Lorsque la pièce s'est détendue et que les invités ont commencé à dériver vers les tables de réception, j'ai fait mon mouvement. Je me suis approchée de la table des cadeaux. Une montagne de sacs glacés, de nœuds et d'épaisses enveloppes. J'ai placé une simple enveloppe blanche tout en haut. Pas de décoration, pas d'adresse de retour, pas de fioriture. À l'intérieur se trouvait un chèque, le dernier centime qui portait encore mon nom. De l'argent qu'il s'attendait à ce que je donne sans poser de questions. Avec elle, une note écrite de ma propre main. Ceci est le dernier chèque que vous encaisserez à mon nom. Je ne me suis pas attardée. Je n'avais pas besoin de la voir l'ouvrir. L'impact n'était pas dans la réaction. Il était dans le fait que j'avais finalement tracé la ligne. Je suis devenue un murmure en mouvement, me glissant à travers la foule, personne ne réalisant que j'avais même été là. Dehors, l'air d'Aix-en-Provence s'était rafraîchi. Le ciel était brossé de traînées de corail et d'indigo, tandis que le crépuscule s'installait sur le port. J'ai marché seule jusqu'au quai derrière le lieu, où l'eau rencontrait les roseaux, où vivait le silence. J'ai sorti une petite pochette de velours de la poche de mon manteau et je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait mon collier d'enfance en argent, usé, le fermoir légèrement plié, gravé de mes initiales. Un cadeau de ma grand-mère quand j'avais 8 ans, le seul objet que j'avais gardé à travers toutes les tempêtes. Il était devenu une amarre, un témoin silencieux de mon endurance. Je l'ai tenu au-dessus de l'eau, sentant le poids du souvenir se balancer un instant. Puis j'ai lâché prise. L'éclaboussement était doux, une petite ondulation. Mais pour moi, c'était un raz-de-marée de libération.
Des années à jouer un rôle, à espérer qu'il remarque Nad, à attendre qu'il me voie comme plus qu'une utilité ou une erreur, ce poids a coulé avec la chaîne. J'ai pris une longue inspiration, du genre qui étire les côtes et secoue la colonne vertébrale. Et dans cette inspiration, j'ai trouvé la quiétude. Puis j'ai sorti mon téléphone. Il restait une chose à faire. « Salut », j'ai dit lorsque mon avocate a décroché. « Dépose tout. Procède aux motions finales. Je veux la séparation du nom, la division financière, l'extraction complète. » Plus de lien, pas un centime, pas un fil. Une pause à l'autre bout, puis un calme, compris, reçu. En raccrochant, je me suis tournée vers la salle de mariage une dernière fois. La lueur des lustres vacillait à travers les fenêtres. Les rires résonnaient faiblement, mais ils semblaient lointains maintenant, comme regarder une pièce de théâtre à travers une vitre insonorisée. Ils ne pouvaient plus me revendiquer, ni en nom, ni en image, ni en sang. J'avais donné le cadeau final, la vérité, en silence, et repris ce qui était toujours à moi. Mon identité, ma paix. Ce n'était pas une vengeance, c'était une réclamation. Je me suis retournée, j'ai marché en arrière sur le chemin et je n'ai plus regardé par-dessus mon épaule. Toutes les sorties n'ont pas besoin d'applaudissements. Certaines ont juste besoin d'être définitives. Épilogue. La vérité, le calme et l'héritage d'intégrité. L'aube s'est levée sur le lac comme une promesse silencieuse. J'étais assise au bord du quai en bois devant mon chalet à Chamonix, Haute-Savoie, les bras enroulés autour de mes genoux, regardant la brume monter et les vrilles lentes et frisées de l'eau immobile. Le silence était une couverture. Ni froide, ni chaude, juste là. Après tout, j'avais cessé d'avoir besoin de bruit pour me sentir vivante. Cela faisait 3 mois que j'étais allée dans ce lac et que j'avais lâché mon collier, le dernier objet qui me liait à leur version de qui j'étais censée être. Il avait coulé doucement, comme un dernier souffle. Je pensais que je sentirais la paix immédiatement, mais le chagrin n'attend pas la permission. Il s'attarde. Il change de forme. Et parfois, il parle avec la voix de votre moi enfant, demandant « Pourquoi n'étais-je pas assez ?» J'ai regardé le bracelet à mon poignet, le seul morceau de mon passé qu'il n'avait pas touché. Un bracelet de breloques en argent d'enfance, usé mais toujours entier. Chaque maillon avait un souvenir soudé en lui. Genoux écorchés sur le porche de grand-mère, l'odeur de cannelle dans la cuisine d'hiver, secret chuchoté dans un fort de couverture. Peut-être l'ont-ils laissé derrière parce qu'ils n'avaient pas de valeur pour eux. Ou peut-être savaient-ils au fond qu'ils ne pouvaient pas réécrire chaque partie de moi. Le soleil a grimpé plus haut, brossant l'or pâle sur les ondulations du lac. Je me suis levée lentement et suis retournée dans le chalet. Les planchers de bois craquaient sous mes pieds. Ce chalet n'était pas luxueux, mais il était mien. Chaque clou, chaque rideau de fenêtre, chaque tasse de café ébréchée parlait de liberté. J'avais laissé Aix-en-Provence derrière moi. Les tabloïds, le spectacle, les marches difficiles. Je ne me cachais pas, je guérissais.